Sud Radio, l'invité politique, Benjamin Glaise. Sud Radio, parlons vrai avec mon invité politique ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et candidat à la prochaine présidentielle. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour monsieur. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Beaucoup de sujets sur la table. J'aimerais qu'on commence par un anniversaire. Hier, c'était les 20 ans du non au référendum portant sur la création de la Constitution européenne. Vote finalement contourné à l'époque par Nicolas Sarkozy. L'adoption du traité de Lisbonne, quasi identique au texte qui avait été rejeté par les Français. Vous aviez fait campagne à l'époque pour le non. Notre pays ne s'est toujours pas remis de cette trahison, selon vous ? Oui. D'abord, j'ai quitté l'UMP sur cette affaire et j'ai fondé avec des gaullistes de l'UMP Debout la France, Debout la République, puis Debout la France, suite à la trahison, au viol du peuple mené par Nicolas Sarkozy, mais ratifié par la quasi-totalité des députés UMP de l'époque et des socialistes, c'est-à-dire d'une droite et d'une gauche de gouvernement qui gouvernent ensemble aujourd'hui, 20 ans après, qui n'ont jamais pu consulter les Français. Et pour moi, la crise civique nationale, la crise démocratique, le dégoût de la politique de nos concitoyens date de ce viol du peuple. Parce qu'on aurait pu très bien imaginer que Nicolas Sarkozy fasse voter à nous. C'est quand même un terme très fort. Mais quand un peuple a voté et qu'une classe politique refait voter pas par le peuple, ils auraient pu faire un nouveau référendum, ça s'est fait en Irlande, au Danemark. Non, ils l'ont fait, ils l'ont contourné. Et ce qui est fascinant et effrayant pour la société française, c'est que si vous regardez le bon sens qu'avait eu le peuple en 2005 sur les questions d'immigration, de délocalisation, de perte de souveraineté, les Français, après un vrai débat. Moi, quand j'ai commencé à faire campagne pour le non, je m'en souviens très bien, le non était à 25%. Bon, donc on ne pouvait pas dire que je faisais par intérêt Jean-Luc politique. Mélenchon aussi avait milité pour Tout à fait, ouais. Laurent Fabius même aussi. Oui. Et donc, il y avait un vrai débat sur la façon de construire l'Europe. Et j'avais proposé une façon intergouvernementale, gaullienne, la seule possible à mon sens. Et les chefs d'État et de gouvernement, les dirigeants, n'ont pas voulu entendre le peuple néerlandais, le peuple français. Et si vous regardez tous les chiffres, c'est pas Dupont-Aignan qui pense ça, tous les chiffres sur la perte d'industrie en France, 2 millions d'emplois perdus en 20 ans. Si vous regardez tous les chiffres sur l'immigration massive, si vous regardez les tarifs de l'électricité, bref, toute la dégradation qu'on a connue dans les faits, dans la vie quotidienne. C'est la faute à l'Europe. C'est la faute de gouvernements français qui se sont soumis à un diktat d'une oligarchie européenne non élue, la Commission et les juges, qui nous mène dans un naufrage. Et si vous regardez, d'ailleurs c'est très intéressant, les chiffres de la puissance américaine par habitant, de la richesse américaine par habitant et de la richesse européenne, c'est pas seulement la France. C'est l'Europe qui est en train d'être larguée dans l'histoire. Et donc, je réclame un nouveau référendum. Un nouveau référendum sur l'Europe. Portant sur quoi exactement ? C'est très simple. Je porterai à la présidentielle la rupture avec cette Union européenne. Donc c'est pas moins d'Europe ? C'est plus pour d'Europe du tout, Nicolas Dupont-Aignan. C'est cette Europe de l'Union européenne est devenue autoritaire, malsaine, dangereuse pour les nations et l'Europe. Je pense que la France doit rompre, mais je pense qu'on peut remplacer cette Union européenne par une grande négociation avec tous les pays, parce qu'on n'est pas les seuls à ne plus supporter Madame von der Leyen et la Commission de Bruxelles et les juges de Luxembourg. Je pense qu'on doit tout remettre à plat. Vous avez vu propose Ursula von der Leyen qui a reçu d'ailleurs le prix Charlemagne qui récompense les personnalités qui se sont engagées en faveur de l'unification européenne. C'est surréaliste. Donc ça prouve bien qu'on ne peut plus rien attendre de cette Union européenne. Il faut donc que la France fasse ce qu'a fait le général de Gaulle en 66, la chaise vide. On ne paye plus. C'était pas la même chose, on avait le soutien des États-Unis à l'époque, on était en pleine guerre froide. On était en pleine guerre froide. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est que le général de Gaulle sortait de l'OTAN, il n'avait pas le soutien des États-Unis. Intérêt à nous entendre dans le contexte de guerre froide qu'aujourd'hui ? Pas du tout. Les États-Unis en voulaient beaucoup à de Gaulle de sortir de l'OTAN, et le général de Gaulle s'est fait respecter. C'est-à-dire qu'il a fait la politique de la chaise vide. Moi, je propose des choses concrètes. Oui. 1, on rétablit nos frontières nationales et on met l'armée à nos frontières pour lutter contre le trafic de drogue. 2, on ne paye plus un centime pour cette Union européenne et on économisera 10 milliards d'euros. Donc on assèche cette structure bureaucratique. 3, primauté du droit français sur le droit européen pour pouvoir maîtriser notre immigration. Et là, on commence à discuter une refonte complète. On fait redescendre 90% des compétences vers les nations démocratiques et on garde uniquement
des coopérations pour affronter la Chine, les États-Unis dans les domaines de pointe. Et si vous retrouvez les vidéos, j'ai ressorti sur Internet, sur mon compte Twitter, les vidéos de 2005, je parlais déjà des coopérations, je parlais de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que le paradoxe, ce qui est complètement fou quand on y réfléchit, c'est que cette Europe s'est mêlée de la taille des concombres, des cuvettes des toilettes, de tout, mais a pas organisé les coopérations scientifiques qui nous aurait permis d'exister. Nicolas Dupont-Aignan, les députés ont adopté cette semaine les 2 textes sur la fin de vie, celui sur l'extension des soins palliatifs, celui sur la création d'un droit à l'aide à mourir. Vous dénoncez une loi abominable qui instaure, je cite, un nouvel eugénisme. Ce sont des mots très forts que vous maintenez, que vous assumez. Totalement. J'ai honte. J'ai honte parce que je crois qu'on ne se rend pas compte de la rupture civilisationnelle qu'ont voté les députés. J'espère que les sénateurs reviendront dessus. Et je voudrais dire 2 choses. D'abord, l'appel à l'aide à mourir est lié au fait que dans notre pays, et c'est pourquoi il y a beaucoup de Français dans les sondages qui demandent cette loi, oui. et il faut le reconnaître, moi je le reconnais, parce que les soins palliatifs et la loi Leonetti-Claes, qui est une loi de fin de vie, et qui permet une sédation profonde, prolongée, qui épargne la douleur, cette loi de 2016, n'est toujours pas appliquée pour au moins 1/3 des Français. Ça veut dire quoi ? Un tiers et la moitié des départements. Oui, la moitié des départements. Ça veut dire que on n'a pas fait le bon diagnostic. L'appel à mourir de gens qui souffrent le martyre, il est compréhensible. Mais le rôle d'une société, le rôle de la médecine, le serment d'Hippocrate, c'est d'alléger les souffrances, c'est pas de tuer. Et à partir du moment, et je pèse mes mots, où la représentation nationale, la France, dans les hôpitaux, va mettre 2 portes. 2 portes. Une porte soins palliatifs qui va coûter une fortune. Qui n'est pas pour l'instant. Et qui coûte une fortune. Et qu'il faut faire. Et la porte mort. Ben je peux vous dire, connaissant le problème financier, connaissant malheureusement beaucoup de familles, connaissant ce qui se passe dans la réalité, eh bien, ouvrir cette porte de tuer eh bien, les plus faibles, les plus vieux, les handicapés, eh bien, vous verrez dans 10 ans, si cette loi est votée définitivement, ce que deviendra notre pays. On liquidera ceux qui coûtent trop cher à la société. C'est monstrueux. C'est pas du tout monstrueux. Quand on regarde l'ensemble des conditions posées, des garde-fous, on a notamment à être capable de manifester sa volonté de façon libre et éclairée, avoir déclaré en tout cas une maladie grave et incurable engageant son pronostic vital, une phase avancée ou terminale, présenter une souffrance physique ou psychologique réfractaire insupportable. Pour vous, ces conditions... Ces conditions, et Philippe Juvin, qui est médecin et qui a très bien débattu, et vous avez reçu, je crois, la semaine dernière, ou cette semaine, je ne sais plus, Philippe Juvin a très bien expliqué. Une maladie rénale peut être une phase avancée qui ne sera pas soignable, la personne peut souffrir de troubles psychologiques et vouloir mourir, et bien on va la tuer. Quel message on envoie aux plus faibles d'entre nous? Mais quel message! Et surtout, vous allez voir la logique économique. On a des exemples devant nous. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne choisit pas sans recul. On a les Pays-Bas, qui a ouvert aux moins de 12 ans sur autorisation des parents. On a le Canada, qui s'enorgueillit d'avoir fait 89 millions de dollars d'économies. On a les mutuelles françaises, avec des conflits d'intérêts qu'a soulevé Philippe Juvin, qui sont favorables à cette loi, pas par hasard, pour faire des économies. Mais qu'est-ce que c'est que cette société? Ça veut dire que on a les personnes qui ont les moyens qui vont en Suisse. Mais, vous savez, bien sûr, peut-être, et alors? En attendant, moi, je ne veux pas que, quand on entre à l'hôpital... on laisse ça... quand on entre à l'hôpital... Privilège de riche. Non. Quand on entre à l'hôpital, je ne veux pas qu'on ait peur d'être tué. Parce que c'est comme ça que ça se finira. Et vous verrez que ça aura des effets comme des métastases délétères sur la société française. Je me mets à la place des soignants, parce qu'on ne les a pas beaucoup écoutés. Des soignants qui luttent pour la vie, qui donnent leur vie, mais dans les hôpitaux, les aides-soignantes, les infirmières... Avec une clause de conscience pour l'instant. Non, avec une pénalisation, vous vous rendez compte, 2 ans de prison et 30 000 € d'amende pour quelqu'un qui dirait à une personne qui là, tout à coup lâche... Là, on parle notamment de désinformation en ligne, oui, ou ce genre on va voir les procès. Oui. Alors, en plus, vous allez avoir des dizaines de milliers de procès.
Les enfants vont se faire des procès, les médecins vont être accusés, mais les aides-soignantes dans les services de soins palliatifs, mais vous imaginez ce que ça va devenir. Ceux qui ont voté ça n'ont aucune conscience de ce qui va se passer. Autre sujet, Nicolas Dupont-Aignan. J'espère, et pardonnez-moi, j'aimerais un référendum, qu'on ose un référendum. Qu'on ose un débat. Parce qu'on nous dit 90% des Français sont pour, les sénateurs, vous avez intérêt à obéir. Là, moi, je fais appel à la conscience des sénateurs. Vous avez intérêt à obéir parce que sinon, je déclenche un référendum. Chiche. Un vrai débat. C'est ce que vous demandez. Nicolas Dupont-Aignan, autre sujet. À partir du 1er juillet, il sera interdit de fumer sur les plages, dans les parcs et jardins publics, aux abords des écoles, dans les abribus, sur les équipements sportifs. Annonce de la ministre en charge de la Santé, Catherine Vautrin. Est-ce que c'est une mesure que vous saluez? Est-ce que la santé doit primer ici sur les libertés individuelles? Écoutez, je suis très anti-fumeur et pourtant, je ne suis pas favorable à cette mesure pour une raison très simple. C'est qu'il n'y a jamais eu autant de trafic de drogue dans notre pays. C'est qu'il y a des points de deal dans toutes nos villes. Toutes nos villes. Dans ma ville, hier, j'ai 2 points de deal que j'essaye depuis 10 ans. L'État est aux abonnés absents. Et alors, on va verbaliser un fumeur. Autant j'étais tout à fait favorable à, bien sûr, l'interdiction de la cigarette dans les lieux publics, dans les lieux fermés. Pourquoi pas la rigueur sur les plages? Bon. Mais vraiment, cette société française qui tape toujours sur les honnêtes gens, pour le coup, et qui laisse des points de deal. On a déménagé une école à Saint-Ouen, je crois, parce qu'il y avait un point de deal, et l'État va harceler, qui fasse plutôt dans les collèges des actions de prévention contre les fumeurs, qu'aux abords des établissements scolaires, là c'est une bonne idée. Mais de grâce, qu'on fasse ça de manière intelligente. Mais je vois ce qui va se passer. J'ai compris ce qui va se passer, comme toujours en France. C'est-à-dire c'est-à-dire que ça ne sera pas appliqué, parce que c'est inapplicable. Voilà, on va mettre des flics partout, c'est inapplicable. Donc est-ce qu'on peut concentrer les moyens publics sur les choses graves qu'on a aux abords des écoles, d'accord. Le tabagisme et ses conséquences. Mais c'est gravissime, mais bien sûr. Gravissime. Et la drogue aussi, et cette jeunesse qui est en train de basculer parce qu'il y a des points de deal partout dans notre pays. Et ces narcotrafiquants qui tiennent nos banlieues. C'est pas plus grave que de savoir s'il y a une dame qui va fumer une clope dehors? Non mais il faut arrêter le délire. Nicolas Dupont-Aignan, je voudrais qu'on revienne aussi sur l'affaire de la vidéo du soi-disant sachet de cocaïne qu'Emmanuel Macron aurait tenté de cacher dans le train qu'il amenait en Ukraine avec le chancelier allemand et le Premier ministre britannique. Vous aviez écrit sur Twitter, je vous cite, « Mais que cache Emmanuel Macron avec l'air d'un adolescent pris en faute pour la crédibilité de la France? Il est urgent de le savoir. » L'Élysée avait ensuite démenti, indiquant qu'il s'agissait d'un simple mouchoir. Est-ce que vous regrettez tout simplement votre tweet? Est-ce que c'était une erreur? Non, je ne regrette pas. D'ailleurs, vous citez 2 tweets. Moi, mon tweet, c'était pas ça. Mon tweet, il n'y en avait qu'un. C'était l'Élysée doit répondre. Je vois pas en quoi c'est choquant. Pour la crédibilité, pardon. Pour la crédibilité de la France, l'Élysée doit répondre. Ça, c'est mon tweet, Dupont-Aignan. Eh bien, heureusement. Mais c'est quoi cette démocratie où il y a un roi soleil qui fait n'importe quoi, qui se comporte mal, qui rigole? C'est simplement le fait de vérifier les informations peut-être avant de publier. Et alors, vous vérifiez? Oui. Mais alors, on n'a pas le droit de poser des questions en France? Il y a une mainmise d'une pensée officielle. Oui, des millions dans le monde se sont posés une question, et moi, homme politique, j'ai pas le droit de poser la question? Donc c'était pas un sachet de cocaïne? J'en sais rien. Moi, vous avez toujours le doute? J'ai un doute, oui. Vous avez toujours un doute. Et je vais vous dire ce qui m'a le plus choqué dans cette vidéo. Ce qui m'a le plus choqué. Allez-y. C'est de voir 3 dirigeants européens revenir ou aller vers un conflit qui a fait presque 1 million de victimes. Alimenter la guerre et ricaner comme des gamins immatures. Nous entraîner vers une guerre qui a ruiné l'Europe. On paye notre gaz 4 fois plus cher. C'est la désindustrialisation, le chômage de masse. C'est la mort des Ukrainiens, qui est un peuple sacrifié, et qui sont comme des gamins à ricaner. Quelle honte! J'ai une autre idée, cher monsieur, de la politique. Imaginez le général de Gaulle, Churchill, en train de ricaner dans un train, s'il vous plaît, à faire des vidéos de gamins le JT de sur France TikTok. 2, le JT Alors de c'est France pas 2, moi, excusez-moi. Qui vous avez classé dans la catégorie des complotistes d'extrême droite, vous vous en souvenez? J'ai porté plainte contre Vous avez porté plainte, oui, c'est fait? Vous l'avez déposé? Pas encore, mais l'avocat est en train de le préparer. Et je vais vous dire, un mauvais climat règne sur le pays parce qu'on a un homme qui se maintient au pouvoir contre toute raison
qui fait du mal au pays. Qui a été élu. Et qui a été élu, tout à fait. Mandat, mais moi, je logique, revendique la destitution, je revendique la censure de son gouvernement, et j'ai encore le droit de le faire. Et on a des chaînes publiques qui se comportent comme dans des pays qui ne sont plus démocratiques, et qui jettent l'anathème contre quelqu'un comme moi, qui est sérieux, qui pose des questions. Je ne suis ni complotiste, ni d'extrême droite, et je n'accepte pas ces insultes. D'ailleurs, même le Conseil d'État, j'ai battu M. Castaner, qui m'avait classé extrême droite, et j'ai fait changer, et j'ai gagné au Conseil d'État. Vous savez, ces méthodes qui consistent à salir ceux qui posent des questions fondamentales sur le comportement d'un homme qui nous décrédibilise dans le monde entier, voilà. Hein. Un mot sur la suppression des LFE adoptée cette semaine. Enfin, une bonne nouvelle, ça prouve bien d'ailleurs, c'est très intéressant ce qui s'est passé. Ça prouve que quand il y a union, j'ai remarqué que le Rassemblement national, cette fois-ci, n'est pas resté immobile, alors qu'il s'est évanoui depuis quelques mois. Là, il a pris du poil de la bête. C'est bien. L'UDR de M. Ciotti et les LR. C'est ça la vraie majorité de l'avenir. Ce que je réclame depuis 20 ans. C'est ça l'union des droites. C'est pas l'union des droites, c'est l'union des patriotes pour moi. Au-delà des droites d'ailleurs. C'est l'union de droite patriotique qui veut redresser le pays. Quand ils s'y mettent tous... et qui ne sont pas dans leur petit conflit. Ou pas la France insoumise vis-à-vis de l'Europe, on a quand même des positions. Il y a des gens à gauche, oui. De souveraineté. Il y a des gens à gauche qui défendent la souveraineté. J'ai toujours fait appel à eux. LFI ? Alors LFI défend plus la souveraineté des Palestiniens que la souveraineté des Français, mais ils n'ont pas tort sur certains points parfois, mais pas là. Terminons sur la ZFE. D'une manière générale. Mais qu'il y ait des majorités de circonstances, c'est bien. En tout cas, quand il y a union, quand il y a volonté, eh bien on peut bloquer les choses. Ça prouve quoi ? Non mais ça prouve quoi ? Ça prouve que ce qui vient d'être fait sur les ZFE, il faut le faire sur les DPE maintenant, qui créent un problème immobilier majeur dans notre pays, qui empêche les jeunes de se loger. Diagnostic énergétique, oui. Exactement. Il faut le faire sur toutes les mesures liberticides. Il faut que les oppositions se réveillent. Parce que vous savez, moi je suis inquiet. Il reste moins de 2 ans. Chaque jour qui passe, c'est un jour de perdu pour la France. Avant 2027, donc il faut s'unir, il faut censurer. Vous serez candidat à cette élection présidentielle. 4e plus que jamais. Candidature à une présidentielle. Oui. Vous parlez d'union, de rassemblement. Est-ce que vous, dans l'idée, vous serez forcément au premier tour, ou il y a éventuellement l'espoir de pouvoir trouver une forme d'union, comme vous dites, des patriotes ? Mais écoutez, l'élection présidentielle, on va pas commencer, je vais pas commencer. L'élection présidentielle, il y a 2 tours. C'est ça l'avantage. Il y a un tour où les Français expriment leurs convictions. Si au premier tour, il n'y a pas une diversité, et notamment si les souverainistes, les indépendantistes, ne sont pas représentés, alors que le Rassemblement national est de plus en plus d'accord avec cette Union européenne, la combat de moins en moins. Moi, je veux porter la voix de tous ceux qui veulent rompre avec l'Union européenne, qui veulent un nouveau référendum, qui veulent maintenant dire « ça suffit, la France doit redevenir libre ». Vous verrez mon livre, je sors un livre au mois de septembre, vous verrez, je veux une rupture totale avec l'Union européenne. Si vous je veux que la France reprenne sa liberté. Vous pensez être au second tour ? Eh bien on verra, attendez, j'ai vécu suffisamment de présidentielles où la seule question... c'est le second tour avant le premier. Moi, je veux qu'il y ait un vrai premier tour, parce que je crois que les Français doivent avoir le choix, et que le vrai péril, c'est l'abstention, la résignation du pays. Au second tour, vous vous ralliez au RN s'il est au second tour. Écoutez, on ne va pas commencer. Alors, question très concrète. Est-ce qu'on peut faire un premier tour libre ? Est-ce que vous appelez pour le premier tour, eh bien, Florian Philippot et François Asselineau à vous rejoindre, à se rassembler derrière vous ? Mais bien évidemment, pas derrière moi en soi. Je pense que, en France, si les souverainistes, entre guillemets, les indépendantistes, je préfère ce terme, ne sont pas capables de se rassembler, comment ils pourraient rassembler les Français ? Et j'ai toujours regretté ces mouvements plus souverainistes que moi tu meurs, cette surenchère. Et moi, je serai le candidat de la souveraineté, de l'indépendance, de la renégociation. Je ne suis pas contre l'Europe. Je pense qu'il y a une Europe gaullienne, des coopérations pour peser dans le monde. L'Europe des États, oui. Des États, des nations. Je pense qu'il y a en France beaucoup de Français, des millions de Français, qui aimeraient voir un candidat sérieux défendre une libération nationale.
c'est ce que je vais faire. Vous- Et puis après, on verra. Aujourd'hui, vous préférez qui entre Marine Le Pen et Jordan Bardella? Mais j'ai pas, je ne vais sûrement pas choisir entre les deux, c'est pas mon problème. Je Vous propose n'avez pas une autre voie. préférence personnelle? Ça Je ne m'intéresse sais pas pas. qui est plus proche de vous Je politiquement. ne rentrerai pas dans les petites critiques des uns des autres, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est comment on peut stopper la désindustrialisation qui est la mort du pays. Comment on peut stopper l'immigration massive qui est la mort du pays. Comment on peut rétablir la sécurité. Comment on peut renforcer le pouvoir d'achat. Comment on peut redonner un espoir à notre pays. Et ma différence avec les autres, sinon ça sert à rien d'être candidat. Alors je veux dire très franchement, Votre différence, ma seule oui. différence, c'est que je pense qu'on ne peut régler aucun des problèmes qu'on ne règle pas depuis 20 ans si on demeure soumis à l'Union européenne telle qu'elle est. Voilà. Ça, c'est ma Et différence votre avec les différence autres. avec Bruno Retailleau? Ben, c'est ça. C'est ça? C'est la seule. Vous savez, sinon, Bruno Retailleau, Éric Ciotti, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Marion Maréchal, moi-même, on dit la même chose sur beaucoup de sujets. Mais il y a une différence fondamentale. C'est que si on n'a pas le courage, comme le général de Gaulle l'a eu, de dire stop à des décisions prises ailleurs, qui s'imposent à nous, qui tuent notre démocratie et qui tuent C'est notre pas ce que pays, souhaite faire on ne le Marine fera Le pas. Pen? Ah bah, Selon vous aujourd'hui, moi, je regarde, je vois qu'il n'y a plus la volonté de rompre avec l'Union européenne. Pour des raisons qui lui sont propres, eh bien, il faut bien qu'il y ait un candidat et que les Français aient le choix. Et il faut que les Français Est-ce puissent se que- dire, il y a un candidat Dans qui ces va cas-là, rompre avec est-ce l'Union que européenne, qui va vous rendre à la iriez- France sa est-ce que vous souveraineté. iriez sa jusqu'à liberté. dire que Marine Le Pen est pro-européenne? Non. Aujourd'hui. Non, pas du tout. Non, j'attends de voir son programme, il change souvent, on verra. En tout cas, le mien, il ne change pas. Au moins, vous pouvez me reconnaître ça. Oui, il y a une certaine continuité. Ça, Il y a oui. une certaine Ah bon. continuité. Chacun juge, bien sûr, mais on peut Écoutez, reconnaître une certaine continuité. Dans cette ère de zapping, dans cette ère de jeunisme, dans cette ère de politicaillerie, eh bien, j'offrerai aux Français une constance. Cette constance, elle est simple, c'est celle du général de Gaulle, qui disait « La souveraineté et la démocratie sont les pour deux faces conclure, d'une même médaille. À ce Il n'y sujet-là, a pas de démocratie s'il n'y a pas de souveraineté. Bruno Retailleau n'incarne pas ce que... Bah, Bruno Retailleau approuve tous les traits. Il À n'incarne une rien. époque a voté Il non, n'incarne mais rien il aujourd'hui. incarne des choses très bien. Il a Ouais. des grandes qualités. On a la chance d'avoir des personnalités de grande qualité. Et donc, il faut pas. N'attendez pas de moi que je critique les autres. J'entends, Jamais. j'entends. Je ne ferai une campagne que sur un point. Oui. Avec Dupont-Aignan, c'est la liberté de la France. On On l'aura reprend compris. notre souveraineté. J'aimerais qu'on Bah parle voilà, quand même je de la répète parce que comme ça, c'est compris. C'est répété et C'est mon re-répété. côté un peu insistant. La situation à Gaza, Nicolas Dupont-Aignan, vous avez vu Emmanuel Macron qui plaide pour des progrès vers une reconnaissance mutuelle Israël-Palestine. Pour le président de la République, je le cite, la reconnaissance d'un État palestinien est un devoir moral et une exigence politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Ah, je crois, il y a eu un très bon éditorial de Renaud Girard dans le Figaro, je suis désolé, c'est pas bien de citer, qui était extraordinaire il y a 2-3 jours, qui analysait la tragédie et qui disait les Palestiniens sont en train de perdre tout, leur vie, leur terre, et les Israéliens sont en train de perdre leur âme. Et il y a un grand débat en Israël. Il faut arrêter cette folie. Et pour arrêter cette folie, il n'y a qu'une chose à faire, c'est bien sûr éradiquer le Hamas, mais sans une punition collective qui chasse 2 millions de personnes de Gaza. Ça, c'est pas possible. Ça veut dire. Et ça veut dire que la seule solution, c'est d'arriver à un compromis autour, bien sûr, de la reconnaissance d'Israël, parce que n'oublions pas que le Hamas a voulu la destruction d'Israël, et le veut toujours, Donc et là, la ça veut dire que reconnaissance c'est mutuelle. c'est trop tôt, Emmanuel Macron. Les deux doivent aller de pair, non. Les deux doivent aller de pair. Mais on ne reconnaît pas un État palestinien avant. On ne peut pas reconnaître l'État palestinien sans que les Palestiniens reconnaissent Israël. Les deux doivent aller ensemble. Ma position a toujours été la même. Depuis 20 ans, je n'ai jamais changé. Il faudra 2 États, bien évidemment, mais il faut que l'un reconnaisse l'autre. En attendant, excusez-moi, avant, il faut un cessez-le-feu, il faut que l'aide humanitaire arrive, parce que là, on est à la famine. La famine. Et on n'a pas le droit de détourner le regard. On va, alors Maxime, notre réalisateur, va me faire les yeux noirs. J'aimerais juste qu'on déborde un tout petit peu pour une question un petit peu plus légère. La finale de la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain-Inter Milan, samedi soir. Est-ce que vous allez supporter le Paris Saint-Germain ? Bah quand même, je suis patriote quand même. Patriote, avec une crainte quand même de débordement pour samedi soir. C'est une inquiétude pour écoutez, vous ou pas ?
Écoutez, il y a suffisamment de problèmes dans notre pays sans avoir des craintes tant que c'est pas fait. Voilà. Écoutez, d'abord c'est à Munich, alors ils se débernent. Et puis pour une fois c'est pas. Et on verra. Écoutez, il y a suffisamment de soucis pour que les Français aient des moments de bonheur. Un pronostic ? Voilà. Un pronostic ? Non, je suis nul en foot. Je regarde, j'aime bien regarder, mais comme je suis pas bon, moi j'ose le reconnaître. J'ai pas fait tous ces hommes politiques qui font semblant d'être très bons en foot et qui vont dans les tribunes pour faire croire qu'ils aiment le foot. Ça me fait doucement rigoler. Un grand merci Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, candidat déclaré à la prochaine présidentielle. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Il est 8h59. Dans un instant, vous prenez la parole 0826 300 300 pour nous donner votre avis sur l'actualité. Toute l'actualité, on se retrouve juste après ça.